Fait que la formation aujourd'hui, c'est une formation qui a été réalisée par les 4 organismes de bassin versant du Bas-Saint-Laurent. Nous, l'organisme de bassin versant du nord-est du Bas-Saint-Laurent, celui du fleuve Saint-Jean, Matapédia-Restigouche et Kamouraska-Lillet, Rivière-du-Loup. Ah, voyons. Qui on est, nous, les organismes de bassin versant? J'ai l'impression, en voyant les inscriptions aujourd'hui, que vous le savez déjà, mais je vais prendre une petite 2 secondes. Euh, on est des organismes à but non lucratif qui coordonnent la gestion intégrée et concertée de l'eau par bassin versant. Fait qu'on travaille vraiment là en concertation avec les acteurs du territoire pour conserver la qualité, restaurer des milieux, la mise en valeur. Puis, on travaille notamment à la lutte aux espèces exotiques envahissantes depuis maintenant plusieurs années. En fait, pourquoi on vous a sollicité aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte depuis plusieurs années maintenant qu'il y a de plus en plus de petites colonies d'espèces exotiques envahissantes qui s'installent sur notre territoire. Donc, on veut que notamment les municipalités, mais tous les intervenants locaux aussi, qui sont vraiment nos yeux sur le territoire, que vous soyez en mesure d'identifier la plante relativement facilement, de nous la signaler et potentiellement, là, en fonction de l'espèce, de la situation, je vais tout vous expliquer ça au courant de la rencontre, mais que vous soyez capable de traiter certaines colonies d'espèces envahissantes de manière indépendante ou bien qu'on vous accompagne dans la lutte, ou bien qu'au minimum, vous nous fassiez les signalements pour que nous, on puisse les traiter. Avec ce qu'on observe sur le territoire actuellement, le nombre de colonies qui augmente, ben, ça devient un peu incontournable d'agir rapidement. C'est le plus rapidement on agit pour lutter sur une colonie d'espèces envahissantes, ben, le plus facile c'est la traiter, puis c'est beaucoup plus rapide et moins coûteux. Donc aujourd'hui, on va parler d'espèces terrestres. Donc, on va commencer avec le roseau commun, ensuite la renouée du Japon. Fait que ça va être notre premier bloc. Après ces 2 espèces-là, je vais prendre les questions. Et ensuite, on va voir la berce spondyle et du Caucase ensemble, parce que c'est comme 2 espèces qui se ressemblent beaucoup. Fait qu'on va voir comment les reconnaître, leur historique, le portrait régional, leur reproduction, mode de propagation principal, comment on fait pour prévenir leur propagation, puis les méthodes de lutte et de contrôle. Ensuite de ça, on va parler aussi de la réglementation parce qu'il y a beaucoup de règlements qui entourent la lutte euh, sur les espèces envahissantes. Donc, petite définition, ça le dit vraiment dans le mot, là, espèce exotique, donc qui vient d'ailleurs et envahissante. Donc, qui prend vraiment rapidement tout l'espace sur un territoire. Puis, pourquoi ces espèces-là, ils ont la capacité d'être envahissantes? Ben, c'est premièrement, ils viennent pas d'ici, hein. Donc, ils ont aucun contrôle, ils ont pas de prédateurs, en fait, ni de compétiteurs. Fait que sans prédateurs ni compétiteurs, déjà là, ça donne une idée à quel point ça peut prendre ampleur rapidement. Et en plus, ces espèces-là ont souvent des caractéristiques de propagation rapide, là, soit production de vraiment beaucoup de graines ou de se reproduire de manière végétative. Donc, quand on parle de reproduction végétative, on va beaucoup en parler aujourd'hui. C'est une plante qui est capable de se multiplier là, ou de se cloner, même on dit, par les racines, puis même par les tiges. Donc, c'est souvent des espèces qui sont redoutables. Puis, il y a quelqu'un hier en rencontre, je trouvais ça super intéressant, qui disait que dans leur sensibilisation, eux autres, ils disent que les espèces envahissantes y exagèrent. Puis je trouvais que c'était une super belle manière d'apporter la chose si vous voulez en parler à vos citoyens, faire de la sensibilisation facilement. Elles exagèrent vraiment, là.
Pourquoi on en retrouve chez nous? Ben, de manière historique, là, avec la colonisation, il y a beaucoup d'espèces qui ont été apportées d'ailleurs. Euh, beaucoup de plantes viennent des centres jardins. Ça a été beaucoup utilisé comme plante ornementale. Euh, Après la gestion des résidus du jardin, des voisins qui se prêtent les espèces. Puis, présentement, le mode de dispersion, c'est aussi beaucoup le transport de terres contaminées qui fait qu'on en retrouve de plus en plus sur le territoire. C'est quoi les impacts de ces plantes exotiques envahissantes-là? Tu sais, dans le fond, pourquoi on s'en préoccupe tant que ça, nous autres, les organismes de bassin versant, puis pourquoi on croit que ça devrait préoccuper aussi beaucoup les municipalités? Ben, c'est sûr que de notre côté, quand on regarde les écosystèmes, ça diminue énormément la biodiversité locale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que souvent, quand elle s'installe, il reste plus rien d'autre que ça. Fait que ça vient vraiment pas un milieu intéressant euh, pour une certaine résilience. Quand on parle de changement climatique, on a besoin que nos milieux soient le plus résilients possible. Puis pour que nos milieux soient résilients, ben, ils doivent avoir une bonne biodiversité locale. Si on a juste une espèce dans nos marais salés, par exemple, ben là, ils sont beaucoup moins résilients aux différents changements qu'ils pourraient avoir en fonction des changements climatiques. Puis là, évidemment, ben, ça tue toutes les autres plantes. Fait que c'est vraiment pas intéressant pour les écosystèmes. Si là, je pense plus au côté humain, ça a un gros impact sur l'agriculture, puis toutes les espèces qu'on va parler aujourd'hui ont un grand potentiel d'impact sur l'agriculture. On l'a déjà vu avec la berce du Caucase, le roseau commun commence à entrer dans les champs aussi. Je dis commence, mais je crois qu'à l'Obakir, c'est peut-être déjà une problématique. Puis la berce fondile dans la Matapédia aussi, je crois que ça commence à être une inquiétude locale. Euh, Ce qui s'est passé dans le Témiscouata, à Lac-des-Aigles, c'est que l'agriculteur n'a pas pu utiliser son champ pendant plusieurs années dû à un envahissement de berce du Caucase. Fait que c'est vraiment intéressant, important de s'y attarder à cette problématique-là. Pour la santé, évidemment, les berces, je crois que tout le monde ici est au courant. C'est probablement l'espèce exotique envahissante la plus connue. Ça cause des brûlures importantes. Il y a d'autres espèces envahissantes qu'on va pas parler aujourd'hui, mais qui causent des allergies. Donc, ça aussi, c'est inquiétant pour les citoyens. Ça a des impacts sur les aménagements paysagers, notamment quand je pense au renouer, là. Je suis pas mal certaine que vous allez recevoir de plus en plus d'appels de monde qui sont plus capables de le gérer chez eux ou des voisins pas contents. Sinon, ça peut même avoir des impacts sur les loisirs s'il y en a trop en bordure de sentier. La berce, ça peut faire peur aux gens. Et évidemment, économique, les coûts de gestion peuvent être rapidement élevés et coûteux si on n'agit pas rapidement pour la lutte d'une colonie. D'où l'importance d'avoir un réseau local qui sait comment les identifier, qui nous font des mentions, puis qu'on soit tous capables de réagir rapidement. Bon, donc je me répète un peu, là, mais ça, c'est les 4 espèces qu'on va parler aujourd'hui. Mais sachez qu'il en existe plusieurs autres dans la région qui sont inquiétants. Bon, donc on va commencer avec la première espèce, le roseau commun ou phragmite, que plusieurs appellent. Donc, comment on la reconnaît? Bon, généralement, on la reconnaît assez facilement à cause... est-ce que vous voyez mon curseur quand je bouge? Comme ça. Oui, Super. Euh, Avec ces inflorescences là, qu'on appelle aussi plumeaux ou panicules, qui arrivent au mois d'août à septembre, ben, dans le début, là, quand ils apparaissent, ils sont vraiment plus mauves et
très grand, tu sais, c'est bien touffu. Donc, on la reconnaît vraiment facilement à l'aide de ces inflorescences-là. Vers la fin de la saison, quand ils sont plus en graines, elles vont plus être de cette couleur-là, là, donc vraiment plus dorées. Ça reste la même espèce. C'est vraiment un graminé de grande taille, là. Donc, ça a l'air exagéré, cette photo-là, mais ça l'est pas. C'est pas tout le temps, là, grand comme ça. Euh, tu sais, sur notre territoire, ils sont plus de grandeur, bon, de ma grandeur, là, mais je sais que dans le sud du Québec, ça peut vraiment ressembler à ça. Généralement, quand on fait la lutte, on dit toujours aux gens, puis c'est super important de faire la lutte avant l'apparition des plumeaux ici, parce qu'on ne veut pas faire la propagation de graines. Mais là, quand il n'y a pas ces plumeaux-là, comment on fait pour identifier la plante? Ben, c'est grâce à sa feuille. En fait, je sais pas si vous comprenez bien l'image ici, mais ça, c'est la tige du roseau. Puis ça, c'est sa feuille ici qu'on est venu recourber vers l'arrière. Fait que c'est cette portion-là de la feuille qu'on va venir utiliser. Parce que le roseau, sans ses plumeaux, ressemble beaucoup à l'alpiste roseau. Fait que on vous parle de ce collet-là juste pour que vous sachiez faire la différence entre le roseau commun qu'on veut lutter et l'alpiste roseau. J'espère que vous me suivez encore. Donc, le roseau commun, l'espèce qu'on n'aime pas, elle a des poils sur la feuille ou la ligule qu'on appelle. Tandis que l'alpiste roseau en a pas. Donc, ça, c'est vraiment la manière de l'identifier. Mais, tu sais, si jamais vous voulez dès maintenant, demain, là, ou ben pas non, pas demain, vendredi, mais en tout cas, si vous voulez vous promener sur votre territoire, puis savoir si vous en avez, où est-ce qu'elles se retrouvent, ben, ils sont quand même faciles à identifier là, ces temps-ci, puis à ce moment-là, l'année prochaine, tu sais, pas besoin nécessairement de regarder le poil sur le collet, là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment juste d'autres photos de la plante pour vous aider à l'identifier. Son mode de reproduction ou de propagation, ben évidemment, comme toutes les espèces de plantes, ça fait des graines. Mais son mode de propagation principal là, sur place, là, pour dire que la colonie augmente, c'est vraiment une reproduction végétative. Donc ça veut dire que la plante est capable de se cloner, comme j'ai dit tout à l'heure, là, ou de se propager à l'aide de ses racines, ses rhizomes, ses stolons, là. Ici, c'est un stolon, là, ce qui rampe sur le sol. Après, la plante est capable de se réenraciner, comme ça ici. Fait que la plupart des colonies seraient en fait un individu cloné qu'on retrouve. Donc, c'est ce qui lui apporte vraiment sa particularité, elle, d'espèce envahissante, c'est sa reproduction importante de manière végétative. Donc, ici, on voulait juste vous montrer du roseau commun dans une berge. Historiquement, elle serait arrivée au Québec en 1916 dans Chaudière-Appalaches, puis ensuite elle s'est propagée le long du fleuve Saint-Laurent. En fait, on peut s'imaginer si la plante se reproduit de manière végétative, s'il y a des décrochements de rives qui sont apportés par le fleuve avec les marées, avec les courants, ben là, tranquillement, ça peut se propager vers l'est. Puis c'est à partir du milieu des années 60 qu'on a commencé à l'observer dans les terres. Ici, je vous montre une cartographie du roseau réalisée par le ministère de l'Environnement. Sachez qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça. Euh, En fait, c'est juste vraiment cette cartographie-là pour vous donner une idée de ce qui s'en vient. En fait, dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent, il y en a déjà beaucoup, beaucoup sur le bord du fleuve, tandis que dans l'est, là, on est relativement épargné.
On le sait pertinemment qu'il y en a plus que ça sur le territoire, mais ça reste par ici des colonies plus isolées. Fait que, tu sais, euh, on vous présente cette carte-là, mais fiez-vous pas sur elle pour vous dire, ah, j'en ai pas chez nous, parce qu'il y en a sûrement partout sur le territoire. Pour ceux qui viennent d'arriver, je fais juste un petit rappel d'aller inscrire vos noms et vos organisations dans le chat pour nous aider avec les présences. Puis qu'il va y avoir des blocs de questions après certaines espèces. Donc, au Bas-Saint-Laurent, de quoi ça a l'air? Ben, ça envahit les marais, puis surtout les marais côtiers naturels. Ici, on voit l'invasion aussi de tiges dans les champs agricoles, puis beaucoup le long des axes routiers. Je crois que tout le monde est au courant de ça. Les tiges sont persistantes l'hiver aussi. Ça, j'ai oublié de le mentionner. Fait que ça aussi, ça peut être un beau moyen de les identifier là, à l'hiver, de voir leurs tiges persistantes. Avant de rentrer dans le sujet de la lutte même, euh, on voulait vous faire ça, là, ça, cette diapo-là va revenir pour toutes les espèces, mais qu'est-ce qu'on attend des municipalités? C'est écrit municipalité, mais de tous les intervenants sur le territoire qui peuvent agir, là. En fait, ça va dépendre de votre situation. Si on pense aux municipalités qui sont plus dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent, à ce moment-là, ce qu'on attend des municipalités, c'est qu'ils ils entourent leurs actions plus dans le confinement. Ici, le but est peut-être moins de lutter contre le roseau, même pour éradiquer une colonie, mais ce qu'on veut, c'est limiter sa propagation puis limiter les dégâts en transportant les colonies ailleurs. Fait qu'on peut apporter des actions pour confiner la colonie, comme par exemple faire de la fauche, ou bien on y va avec, ben, ou bien, et on y va avec une très grosse attention de prévention, d'éviter le transport de terres contaminées, puis aussi des actions pour limiter la propagation, là, je pense beaucoup à la tonte là, de fossé qui pourrait transporter la plante si on vient tondre en plein dans la formation de graines, là. Fait que, bref, pour les municipalités de l'Ouest, on est vraiment plus dans le confinement puis dans la prévention. Pour les municipalités euh, de l'Est, pour à partir de notre territoire, là, de l'organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent, on commence à l'île verte. Puis je pense même dans le Témiscouata, dans la Matapédia, dans la Matanie, Rimouski, Neigette, les Basques, c'est encore possible de faire la lutte. Les colonies sont isolées, sont pas très grandes encore, donc il est définitivement possible de faire la lutte pour ces espèces-là. Euh, Évidemment, faire les mentions, puis en parler dans les réseaux sociaux pour obtenir des mentions rapidement, ça, c'est vraiment un soutien municipal hyper important. Euh, pour ce qui est de la prévention, de la mention, puis d'en parler, faire de la sensibilisation, ça va revenir tout le temps pour toutes les espèces, là. C'est des choses qu'il faut toujours faire attention. Euh, Bon, maintenant, je vais rentrer dans comment faire la lutte. Puis, on a monté en fait des schémas pour vous aider à choisir quelle lutte je fais devant une colonie X. Euh, il y a beaucoup de traitements qui sont exactement pareils d'espèce en espèce. Je vais les expliquer là, puis après, pour les autres espèces, je vais les passer beaucoup plus rapidement. Donc, pour ce qui est de l'excavation et du bâchage, ben, c'est sensiblement la même chose pour toutes les espèces. Euh,
Je tiens à faire un petit point d'information ici pour le roseau commun. L'organisme dans la région qui travaille déjà beaucoup à sa lutte, c'est le comité ZIP. Fait que le comité ZIP, lui, travaille en milieu côtier. Puis ils ont plusieurs années d'expérience maintenant sur la lutte au roseau commun parce que c'est particulièrement difficile de faire la lutte en milieu côtier avec les marées qui peuvent venir apporter, transporter les fragments de fauche ou d'extraction, là. Fait que si vous avez une colonie qui se trouve en milieu côtier, je vous conseille de les contacter. C'est vraiment eux les professionnels, c'est eux qui m'ont aidé à monter cette formation-là. Nous, on fait les OBV jusqu'à maintenant, on fait pas vraiment de lutte au roseau commun. Au Bakir, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous envisagez. Non, c'est ça. On fait pas de lutte au roseau commun parce qu'on n'a pas d'argent pour le faire non plus. Fait que je crois qu'on pourrait vous soutenir, là, vous aider à choisir quoi faire comme lutte, mais comme on n'a pas d'argent pour le faire, on n'en fait pas. Bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, comment on fait pour lutter euh, contre le roseau commun? Évidemment, on peut y aller par excavation. Donc, excavation, c'est assez simple, ben simple. Mais le principe, c'est d'extraire toute la biomasse avec une pelle mécanique. Puis après, on vient enfouir cette biomasse-là sur place. Quand on dit sur place, c'est pour limiter tous les transports là, d'espèces envahissantes puis pas avoir à le gérer ailleurs sous 1 mètre de terre saine si on est loin d'un milieu humide, donc à plus de 30 mètres, puis sous 2 mètres de terre saine si on est à proximité d'un milieu humide. Évidemment, on ne fait pas d'excavation dans un milieu humide là, non plus. Euh, Ici, je vous parle de la gestion sur place, là, avec les méthodes d'enfouissement. Sachez qu'il est possible de mettre ça aussi dans des camions, de s'assurer que le camion est très, très bien fermé et d'en disposer dans un endroit autorisé comme milieu d'enfouissement technique. S'ils sont avisés d'avance, ils vont faire une tranchée puis ils vont les enfouir. Je sais qu'il y a déjà des municipalités sur notre territoire qui le font. Je sais que la municipalité de Rimouski le fait. Donc, si jamais vous avez des questions pour eux, ils sont habitués de le faire. Mais c'est ça, il faut vraiment penser à notre type de camion, d'avertir les LET, puis de s'assurer que tout se fait en ordre là-bas, dont le nettoyage du camion, là, il faut que ça se fasse au LET. Puis le nettoyage du camion se fait au LET, mais le nettoyage de toute la machinerie d'excavation doit absolument se faire sur place. Si on pense à une machinerie à l'ail, puis qu'on se dit que cette plante-là peut se propager à l'aide d'un bout de racine, ben après, si on transporte la machine ailleurs pour faire un changement de ponceau, ou d'aller creuser des fossés, ben vous venez de transporter le problème ailleurs. Fait que ça, c'est comme le petit bémol pour cette technique d'excavation-là. Il faut vraiment réfléchir puis bien organiser nos machineries. Maintenant, pour ce qui est du bâchage, le principe, c'est de venir couper les tiges. Puis, je ne l'ai pas mentionné, là, mais toutes les techniques de lutte doivent se faire avant la floraison. Donc, on fait ça là, au plus tard à la fin juillet. Parce qu'après, en août, les fleurs arrivent. Donc, toutes ces techniques-là doivent être faites avant. Donc, je reviens au bâchage, on vient couper les tiges, on prépare le terrain, là. S'il y a des arbustes, on peut venir les couper, déplacer les grosses roches. Tu sais, le principe, c'est juste qu'on soit capable de dérouler la bâche facilement puis qu'elle ne se perce pas. Donc, on installe une bâche épaisse de plastique. Nous, généralement, on utilise des bâches d'ensilage. Euh,
ou d'occultation, là, qu'on parle aussi chez les maraîchers, qu'on achète tout simplement chez BMR, mais acheter la plus épaisse. Le côté noir sur le dessus, fait que ce qu'on voit de la bâche, c'est noir. Donc, on la déroule, puis pour le roseau, il faut la faire dépasser de 2 mètres pour s'assurer que les tiges sortent pas des côtés. Puis on vient fixer la bâche avec des ancrages, mais pas juste des ancrages parce que ça tient pas des poids, puis beaucoup, beaucoup de poids. Parce que si on est sur le bord d'une route, notamment, ou à proximité du fleuve, ou s'il y a beaucoup de vent, généralement, on conseille de mettre un ancrage au mètre. Fait que c'est beaucoup d'ancrage. On laisse la bâche pour un minimum de 2 ans, puis on vient la surveiller là, régulièrement parce que c'est sûr qu'il va y avoir des petits trous puis qu'il va en avoir autour. Euh, donc, c'est ça pour la bâche. Ensuite, on peut faire de la coupe de rhizome. En fait, le principe, c'est de prendre une pelle qui est vraiment comme affûté. Le comité ZIP m'a même dit qu'il y avait des types de pelles qu'on pouvait comme affûter comme un couteau pour qu'ils soient vraiment tranchantes. Fait qu'on vient couper le rhizome à 45 degrés, puis on répète l'opération au minimum 2 fois par été entre juillet et septembre. Bon, l'efficacité à long terme reste à prouver, mais ça peut être une technique de lutte intéressante s'il reste quelques plants autour de la bâche. Évidemment, on fait attention là, si on est en bande riveraine puis que le milieu est déjà sensible à l'érosion, faire autant de coups dans la terre, c'est peut-être pas aidant pour le milieu naturel. Fait que je vous dirais, la coupe de rhizome, on peut pas réaliser ça n'importe où. Maintenant, la fauche. La fauche, c'est fort probablement la méthode la moins chère, la plus simple, qui est vraiment accessible là, à tous. Il nous faut une débroussailleuse forestière, là. On fait pas ça avec un weed eater de coupe gazon. Donc, on fauche 2, 3 fois par été entre juillet et septembre. Donc, le but, c'est de limiter la formation de fleurs, puis en commençant dès juillet, puis la couper avant la floraison, tu sais, elle va repousser, mais elle fera pas nécessairement sa fleur. Puis on vient recouper le 2, 3 fois. Euh, la fréquence de ça, c'est au minimum 5 ans avant d'avoir les résultats. Avant d'avoir des résultats, je veux dire. Fait que c'est vraiment une méthode à réaliser sur le long terme, mais ça donne des résultats. Il est possible aussi de faire des traitements par herbicide, là. Personnellement, j'ai jamais eu connaissance de traitement par herbicide sur notre territoire, mais je l'ai mis juste parce que on m'a mentionné que ça se faisait. Quand je vais vous parler d'herbicide aujourd'hui, ça va toujours être le même principe. On fait pas ça dans un milieu humide, à proximité d'un milieu humide, d'un milieu hydrique, là, lac, cours d'eau. On fait attention si c'est un milieu qui est fragile, s'il y a des espèces vulnérables. On fait pas ça là. On vient utiliser l'herbicide généralement quand les autres techniques sont pas possibles. Donc, c'est comme une méthode de dernier recours. Puis, on fait toujours appel à une firme certifiée. Le code des pesticides peut changer d'une année à l'autre. Puis, ça vient compliqué là, avec les concentrations, puis le temps d'application dans l'année. Fait qu'on essaye aussi de choisir une firme qui est soucieuse de l'environnement, puis qui connaît aussi les espèces envahissantes. Parce que pour chacune des espèces, il y a un moment dans l'année où c'est le meilleur d'appliquer. Donc ici, il faudrait faire une fauche estivale, donc pendant l'été au mois de juillet, puis une pulvérisation automnale. Si vous voulez des noms de firmes certifiées ou des conseils, n'hésitez pas à contacter l'OBV de votre secteur. On va être capable de vous rediriger convenablement. Bon, maintenant pour la gestion des résidus de coupe ou tu sais, quand on fait le bâchage, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Pour le bâchage, ben, le plus simple, c'est on laisse tout en dessous de la bâche. On se complique pas la vie. Puis même si on en coupe peut-être autour, on peut venir lever la bâche, mettre la plante en dessous, la fermer et voilà. Fait que la bâche peut vraiment être facilement utilisée pour plusieurs types de traitements, puis de juste en mettre en dessous de la bâche. Euh, les résidus de coupe, de fauche, peuvent être laissés sur place. Si, évidemment, il n'y a pas de plumeaux, mais on ne fait pas de fauche s'il y a des plumeaux. Mais évidemment, si l'environnement est sec et s'il n'y a pas de marée, fait qu'on peut laisser les résidus de coupe dans seulement certains environnements qui s'y prêtent. Euh, si l'environnement s'y prête pas, ben on peut installer une bâche à proximité puis les mettre en dessous pour les faire mourir. Dans le dernier des cas, on peut mettre les résidus dans un sac de plastique solide, donc heavy duty. Certains même disent d'amiante pendant un minimum de 3 semaines et ensuite en disposer dans un emplacement autorisé. Encore là, si vous avez des questions par rapport à la gestion des résidus, vous pouvez toujours nous contacter. Euh, les petites précautions pour la santé, il n'y en a aucune pour cette espèce-là. Les précautions pour la propagation, ben ça va être exactement la même chose pour toutes les espèces, mais il faut laver tout le matériel sur place pour empêcher le transport d'espèces envahissantes. Puis ça, c'est pas juste la machinerie, là, mais c'est aussi les pelles, puis nos bottes, puis la débroussailleuse. Donc, on fait quand même attention pour laver le matériel, mais tu sais, on lave pas. Pour les emplacements autorisés, merci Anthony pour ta question. C'est que ça, on le dit comme ça là, dans un emplacement autorisé parce que ça change un peu sur le territoire de où c'est autorisé. Mais de manière générale, les lieux d'enfouissement technique, quand on arrive, puis qu'on leur dit qu'on arrive avec des espèces envahissantes, ben, ils s'arrangent pour bien les gérer. C'est sûr que si on a juste un sac de poubelle, ben, c'est moins intéressant d'aller au lieu d'enfouissement technique pour s'en débarrasser. Euh, Fait qu'après plusieurs semaines de solarisation et de s'assurer que les sacs ne sont pas percés, euh, là, je dis ça, mais c'est sûr que c'est pas la meilleure des choses, ben, vous pouvez le mettre aux poubelles. Jamais, jamais, jamais d'espèces exotiques envahissantes au compost. L'autre manière possible de faire pour gérer les résidus de coupe, puis là, ça va s'appliquer seulement au roseau commun puis à la renouée du Japon, c'est qu'on pourrait, suite à un certain séchage, là, venir brûler les résidus de coupe. Mais il faut porter une attention particulière au transport de la matière. On ne veut pas la porter sur un autre terrain pour le brûler, puis qu'à ce moment-là, on vienne apporter ces espèces-là sur cet autre terrain-là. Fait que, il faut garder ça en tête. Mais le brûlage de résidus de coupe pour le roseau et la renouée, c'est possible. Je vais le dire tout de suite, là, mais j'avais une diapo pour parler de ça plus tard spécifiquement, mais on ne brûle jamais de berces fondiles et de cocasses parce que c'est dangereux pour la santé. Je tiens à le dire tout de suite, là. Euh, donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Anthony, mais ça reste un enjeu encore pour plusieurs MRC d'apporter ça quand on a des grandes quantités d'espèces envahissantes. Là, ça peut facilement coûter cher. On répète les traitements à toutes les années aussi longtemps qu'il est nécessaire. Puis ça va être la même chose pour toutes les espèces. Je le dis maintenant, je le répéterai pas tout le temps. Fait on fait des visites régulières sur plusieurs années. Puis plusieurs années, ça veut dire 10 ans, là, et même plus. Mais souvent, c'est les 2, 3 premières années qui demandent le plus d'efforts. Puis ensuite, ben, c'est beaucoup plus simple, puis ça prend pas beaucoup de temps.
Puis, une fois que les traitements sont terminés ou par exemple qu'on retire la bâche, ben, c'est important de végétaliser le terrain avec des espèces indigènes, notamment à croissance rapide. L'aulne, le cornouiller, le saule, des mélanges de graines. Il y en a plusieurs qui existent, des mélanges de graines indigènes. Évidemment, on regarde le milieu dans lequel on se retrouve. Si on est en milieu côtier, ben, ça sera pas nécessairement les espèces que je vous ai dit que vous allez planter. Ça va être des espèces côtières. En milieu humide, ben, ça va peut-être plus des espèces adaptées de milieu humide. Fait que peut-être regarder le milieu autour puis revégétaliser avec des espèces similaires. Puis si on est en fossé, ben, allons-y avec un mélange B puis tu sais, qui pousse très, très rapidement. Si on est en milieu agricole, il existe des mélanges. Qui poussent hyper rapidement en milieu agricole. Donc, on choisit des espèces indigènes ou adaptées au milieu à croissance rapide. Euh, je vais faire la renouée du Japon, comme j'ai dit, puis après, on va prendre les questions. Historique, bien évidemment, la renouée du Japon vient du Japon. Elle a été importée en Amérique du Nord comme espèce ornementale et encore aujourd'hui beaucoup utilisée comme espèce en- pour des haies, là, notamment. On l'a observée pour la première fois en 1901 à Montréal. C'est une plante vivace. Comment on la reconnaît? Euh, j'ai l'impression que tout le monde la connaît très bien, cette espèce-là. J'espère que je me trompe pas. Mais je vais passer peut-être un peu plus rapidement. Ben, c'est la plante que tout le monde appelle aussi le bambou. Donc, des grosses tiges creuses avec des nœuds. Une feuille très triangulaire avec un pétiole. Le pétiole, c'est la tige de la feuille qui est rougeâtre, là. Ici, on le voit super bien, le pétiole rougeâtre. Puis à la fin de l'été, la plante a fait des belles petites grappes de fleurs blanches qui font des fruits ailés, là. Euh, Ça fait le tour pour l'identification. Les racines, c'est des très, très, très grosses racines là, ici qu'on peut retrouver dans le sol. Donc ça, c'est les petits fruits qu'on voit là. Et les tiges, sont sensiblement les mêmes photos. Donc, son mode de reproduction, propagation, ça ressemble beaucoup au roseau dans le sens que son mode de propagation principal, c'est végétatif. Donc, oui, tout comme le roseau, elle va faire des graines, puis que les graines peuvent se ressemer, là, tout à fait. Mais c'est son caractère de propagation de manière végétative qui la rend particulièrement redoutable parce qu'elles peuvent repousser avec un fragment de racines, mais aussi de tiges. On n'avait pas ça sur le roseau, là, des fragments de tiges même, là, qui pouvaient refaire une nouvelle colonie. Euh, donc, c'est assez redoutable comme espèce de penser qu'un petit morceau de tige pourrait refaire une nouvelle colonie. Donc, on fait vraiment très attention quand on fait la lutte de ces espèces-là aussi. Donc, sa dissémination là, sur le territoire, c'est majoritairement les aménagements paysagers. Oui, on en retrouve dans les milieux naturels, mais c'est fort probablement quelqu'un qui les a coupés de chez eux puis qui est allé les domper, par exemple, dans un fossé pour s'en débarrasser. Mais on en retrouve beaucoup, beaucoup dans les cours arrière des gens. Donc, le portrait, la distribution au Bas-Saint-Laurent, ben, j- un peu la même chose que le roseau ici, là. C'est vraiment, la cartographie est pas vraiment représentative de la réalité. Tu sais, ici, il y en a même pas là, dans les Basques, alors qu'on sait qu'il y en a. Tu sais, il y en a énormément sur notre territoire qui sont pas répertoriés. Ça, je vous passerai pas cette vidéo-là. Hop, ah. OK. Qu'est-ce qu'on attend des municipalités? Ben, comme le roseau, il est comme relativement omniprésent, on s'attend pas à ce que nous, les OBV, on fasse la lutte,
ni à ce que les municipalités ou les intervenants d'un territoire fassent la lutte, parce que je pense qu'on finirait jamais. Mais on peut quand même s'apporter la réflexion que si jamais il y a une colonie qui est proche d'un milieu sensible ou un milieu important pour les écosystèmes, à ce moment-là, peut-être que une certaine colonie pourrait devenir importante à faire la lutte. Fait que là, je pense qu'on pourrait se dire que les colonies, peut-être proches de milieux d'écosystèmes importants, pourrait être priorisé pour la lutte. Sinon, je pense que c'est vraiment de soutenir les citoyens qui veulent s'en débarrasser sur leur terrain. Nous, on commence à recevoir des appels des gens pour nous dire ça n'a pas de bon sens, c'est sur mon gazon. Je pense que vous aussi, vous allez commencer à avoir de plus en plus d'appels pour la renouée de gens qui arrivent plus à s'en débarrasser. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça va être de les soutenir puis de leur expliquer comment faire pour faire la lutte sur leur propre terrain. Bon, si jamais il y en a juste une sur votre territoire, parce qu'il serait très étonnant, vous pourriez peut-être décider d'aller les aider, mais je sais qu'aller faire des traitements sur les propriétés privées, c'est pas vraiment quelque chose que les municipalités réalisent. Donc, à ce moment-là, cette espèce-là, on a écrit la réglementation, mais je pense plus qu'il s'en vend vraiment dans les centres jardins. Mais vous pourriez quand même faire une réglementation municipale pour empêcher la vente ou pour empêcher de la laisser pousser sur votre terrain. Je sais qu'il y a des municipalités qui ont déjà ça, de réglementer pour l'empêcher de pousser ou empêcher de la propager. Puis ça, on va en revenir là, en fin de rencontre avec vraiment plus de détails sur la réglementation, mais les municipalités, vous avez vraiment des leviers là, pour les espèces envahissantes, pour aider la gestion sur le territoire. Mention, c'est sûr. En parler, c'est sûr. Puis là, je veux revenir sur le niveau prévention. Donc oui, on évite de transporter la terre. Mais le point que je voulais apporter, que je voulais pas oublier de vous parler aujourd'hui, c'est que si on connaît sont où nos colonies sur le terrain, que ce soit n'importe quelle colonie d'espèces envahissantes, des quatre, on va parler aujourd'hui. Si on sait ils sont où, par exemple, dans nos fossés ou nos bordures de route principales, ben ça va nous aider à gérer notre territoire de manière plus intelligente. Je m'explique. Euh, Quand on fait la fauche des fossés, ben il y a plusieurs municipalités souvent qui se mettent ensemble, tu sais, puis la machine elle passe sur le rang, puis le rang il couvre deux municipalités, tu sais. Peut pas demander à la personne qui tond le gazon d'arrêter entre chaque municipalité pour empêcher la propagation. Mais ce qu'on peut faire, c'est que si on connaît sont où nos colonies sur le territoire, ben, on peut venir, par exemple, mettre des pancartes ou des poteaux sur le bord. Tu sais, souvent, ils font ça l'hiver, là, pour le déneigement. C'est juste des grosses branches avec du flag. On pourrait venir mettre des petites pancartes espèces envahissantes pour indiquer à la personne qui fait l'entretien du chemin, hey, ta faucheuse, à cet endroit-là, lève-la, passe pas dedans. Puis ensuite, tu la redescends. Fait qu'à ce moment-là, des petites méthodes simples comme ça va vous éviter beaucoup de propagation sur le territoire. Fait que là, je faisais l'exemple de la fauche, là, avec la machine qui lève puis qui descend, mais évidemment, on peut s'imaginer exactement le principe avec le nettoyage des fossés. Comme par exemple, cette portion de route-là, c'est plein d'espèces envahissantes. Ben, soit vous venez pas nettoyer le fossé dans ce secteur-là, ou bien euh, on le gère un peu de manière indépendante. On a la machinerie puis un camion juste pour ce bout de chemin-là, ou ces bouts de chemin-là, tu sais, qui ont des espèces envahissantes. Fait que c'est en connaissant notre territoire, puis en ayant une meilleure cartographie, puis nous faire des signalements, puis que nous, on fasse cette cartographie-là sur le territoire, ben ça va venir vous aider, vous, à faire des petites actions
relativement simple pour limiter la propagation. Euh, c'est vraiment là où je trouve que les municipalités sont intéressantes là, pour prévenir le transport de terre et de fragments parce que pour la renouer, je vais passer aux méthodes de lutte. Euh, on n'a pas de méthode de lutte par la tonte ni par la fauche, puis on l'a pas mis parce que c'était pas efficace. On l'a pas mis parce que c'est absolument à ne pas faire, parce que là, on vient faire des petits fragments de tige qu'on vient mettre partout, puis ça favorise la propagation. La machine qui vient couper les bordures de fossé, si elle passe dedans, ben, ça va juste venir grossir le problème. Ça serait peut-être intéressant que je mette une note là, à ne pas faire absolument jamais pour la renouée du Japon. C'est passer la tondeuse dedans ou la débroussailleuse forestière ou n'importe quoi. On ne fait pas ça. L'excavation, même affaire, je réexpliquerai pas le principe. Le bâchage, même affaire, je réexpliquerai pas. On n'oublie pas, on laisse tout en dessous de la bâche. Ce qui vient changer pour le bâchage ici, c'est le temps qu'on la laisse sur place. On la laisse de 5 à 8 ans. C'est long, c'est très long. Pour quelqu'un qui a ça chez eux, qui se dit, Pelay, 5 à 8 ans, ça sera pas beau chez nous, ben, bon, on peut toujours mettre des jardinières par-dessus. Il y a peut-être des moyens de faire un petit aménagement floral avec des bacs de fleurs par-dessus sa bâche. Pourquoi pas? Parce qu'elle a longtemps. Puis si on la retire avant, bien évidemment, il va falloir compléter les traitements avec d'autres techniques de lutte, comme par exemple l'extraction manuelle. L'extraction manuelle, ben là, ça le dit, c'est d'extraire à l'aide d'une pelle les racines et les rhizomes dans le sol. C'est beaucoup plus facile de faire cette technique-là tôt au printemps parce que, évidemment, la plante, elle vient assez haute, hein, fait qu'on veut pas gérer des plants puis des résidus aussi hauts que ça. C'est sûr que si on veut réaliser l'extraction manuelle en plein été, couper les tiges, roll sol avec un sécateur, ça peut venir nous aider. Puis ensuite, on extrait les racines et les rhizomes avec une pelle. Puis ensuite, on peut faire sécher ces résidus-là avant de les mettre dans un sac de poubelle robuste, de le solariser plusieurs semaines et ensuite d'en jeter un endroit autorisé ou à la poubelle. Là, tantôt, je vous ai mentionné que les brûler, ça pourrait être intéressant. Évidemment, j'ai pas fini. Le traitement chimique. Ça, c'est une méthode qu'on m'a dit dans une rencontre cette semaine qui avait été hyper efficace. Encore une fois, à la ville de Rimouski. Euh, donc, c'est venir arroser la colonie en juin ou début juillet. C'est écrit 2 traitements par année, mais ils en ont fait juste un, eux autres, cette année, puis ça a été relativement efficace. Mais encore là, on fait appel à une firme, puis on fait très attention à nos milieux. Tu sais, on va venir faire ces traitements chimiques-là quand la colonie est soit trop grande ou que c'est un sol rocheux, c'est impossible à, euh, à arracher ou c'est ben trop grand pour bâcher. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans des situations particulières. Il n'y a pas de précautions à prendre pour la santé. Évidemment, on lave le matériel, puis on fait des traitements plusieurs années, sur plusieurs années. Il est 10h30. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les questions. Puis, fait que là, on est rendu à la deuxième portion de la formation où on va parler des 2 espèces de berces exotiques envahissantes, soit la berce du Caucase et la berce spondyle. Puis, avant de prendre les questions, j'ai aussi à la fin de la présentation un petit bout qui représente quelques techniques avec plus le côté réglementaire.
Puis d'autres règlements là, à ne pas oublier. Fait que la petite portion de la fin va se faire, selon moi, relativement rapidement. Puis à la toute fin, je vais pouvoir prendre les questions. Puis ben, plus que ça, là, pour ceux qui veulent ouvrir leur caméra, peut-être, se présenter, parler de leurs enjeux, avoir des discussions. Peut-être qu'il y a des municipalités qui peuvent dire qu'est-ce qu'ils font ou quels sont les freins dans leur municipalité ou leurs inquiétudes. Ça pourrait être intéressant, là, s'il n'est pas trop tard à ce moment-là, d'ouvrir la discussion. Donc, ça, c'est une image de berce du Caucase. Puis là, ce que je vais faire, là, ça va être quasiment une diapo Caucase, une diapo Sphondile, là. Fait que je vais essayer d'être le plus clair possible. Puis ça ici, c'est la berce Sphondile. Pendant toute la présentation, je l'appelle la berce Sphondile. Si vous allez sur les sites du gouvernement du Québec, ils utilisent le terme berce commune. Pourquoi ici, dans la région, on n'utilise pas cette appellation-là? C'est que le monde dans la région appelle la berce commune la berce laineuse, parce qu'elle est très commune, la berce laineuse, puis elle vient du Québec. Fait que c'est hyper mélangeant. Donc, pour pas mélanger la berce qui vient du Québec et les deux berces envahissantes, je vais toujours utiliser le terme berce sphondile. Ça va être plus simple comme ça. Donc, la berce du Caucase, elle a été introduite dans les années 90 comme plante horticole, puis maintenant, on en retrouve partout au Québec. Puis elle se développe vraiment dans tout type de milieu, là. C'est pas juste le long des cours d'eau. On les retrouve dans les fossés routiers, les milieux agricoles, euh, autant dans un milieu sec que humide, puis dans un milieu ouvert ou très fermé dans un milieu forestier. Donc on peut vraiment la retrouver partout. La berce fondile, elle a été observée à Amqui en 1958 pour la première fois et est considérée comme espèce envahissante seulement qu'en 2015. Pour les deux espèces de berces et même les trois espèces de berces, là, les trois ont dans la sève, donc vraiment à l'intérieur de la plante. Ce qu'on appelle la furano-coumarine, en fait, c'est que si on reçoit la sève sur nous, combinée avec la lumière UV, là, donc on peut avoir des lésions semblables à des brûlures. Donc, c'est pour ça que pour ces espèces-là, euh, ça apporte un petit défi supplémentaire en termes d'équipement de protection individuelle pour la lutte, puis aussi un enjeu de santé important. euh, pour les brûlures, pour les citoyens, en fait, puis tous les travailleurs routiers ou même le CN, s'ils ne savent pas correctement identifier la berce sur le territoire, puis qui passent tout simplement la tondeuse dedans, ben, il y a des risques de brûlure assez importants. Euh, Ce tableau-là, il est super intéressant pour aider les gens à différencier les trois espèces de berces du Québec. Donc, la colonne ici, c'est la berce du Caucase. Celle-ci ici, c'est la berce spondyle. Puis au milieu, c'est la berce laineuse. Euh, donc, si on passe, oui, oui, tout va être transmis par courriel, inquiétez-vous pas. Si on regarde la première ligne, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, la berce du Caucase, c'est très typique. On regarde la tige, puis il y a des taches pourpres bien définies avec des poils blancs rudes. Moi, aujourd'hui, je vous dis non. Ne vous fiez pas juste à la tige pour identifier puis pour différencier les berces, parce que j'ai souvent vu dans le Bas-Saint-Laurent des tiges de berces laineuses exactement comme la berce du Caucase. Évidemment, il y a une différence en termes de grosseur, là, parce que ça, c'est la tige, c'est pas écrit, mais c'est la tige florale, pas les tiges des feuilles, là. Euh, Évidemment, celle de la berge du Caucase est vraiment plus grosse. Tu sais, c'est vraiment plus comme un gros, ben, je veux dire le terme coton, là. Euh, Creux au milieu, mais
c'est pas un bon critère pour l'identifier. Je sais pas ailleurs au Québec, mais au Bas-Saint-Laurent, il y a énormément de laineuses avec des taches pareilles que ça. Fait qu'on peut le garder en tête. Ça peut être un critère de plus pour confirmer que c'est de la berge du Caucase, mais on se fie pas tant que ça à la tige, contrairement à peut-être ailleurs au Québec. Pour ce qui est de la fleur, je vous dirais que ça non plus, c'est pas vraiment un critère qui permet de les différencier, là. Les trois fleurs, ben, c'est des belles fleurs blanches, à ombelle, comme on l'a. Sa formation, c'est une ombelle, en fait, ça ressemble à un parapluie à l'envers, là. Euh, sont majoritairement blanches. Puis parfois aussi, il faut garder ça en tête, là, la berce spondyle, des fois, ses fleurs sont roses. Fait que si vous arrivez sur un signalement puis vous vous dites, ah, les fleurs sont roses, c'est sûrement pas de la spondyle, ben peut-être qu'on pourrait passer à côté d'une identification. Fait que c'est pas tout le temps comme ça. Puis ça m'est arrivé de voir une berce du Caucase très, très petite, plus petite que moi, comme déjà des fois des laineuses plus grandes, des spondyles plus grandes que moi aussi. De manière générale, la berge du Caucase, oui, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus impressionnante, des grosses ombelles, tu sais, mais sachez que des fois, quand on se retrouve en milieu forestier, dense, avec moins de soleil, elle peut être de plus petits formats. Fait que c'est comme le bémol que je voulais apporter par rapport, tu sais, à la taille, aux tiges puis aux fleurs. Là maintenant, comment qu'on fait pour les identifier d'abord? Ben, le critère qu'on peut pas se tromper, c'est en regardant les feuilles. Euh, pour la berce du Caucase et la berce laineuse, elles ont trois folioles. C'est quoi un foliole? En fait, c'est que tout ça ici, c'est une feuille. La feuille est composée comme de trois petites feuilles. Fait que un, deux, trois. Même chose pour la Caucase. On le voit un peu moins sur cette photo-là. Là. Ils ont particulièrement choisi une feuille qui est très, très, très découpée, là, mais ils sont pas toujours comme ça, là. Sachez que la forme se ressemble vraiment beaucoup. Fait que une, deux, trois folioles. Fait que sur le terrain, généralement, ce que je dis aux gens, c'est que la berce du Caucase puis laineuse, ça ressemble à comme trois feuilles d'érable ensemble. Maintenant, pour la berce spondyle, c'est pas trois folioles, mais plus de 5 à 7. Ça m'est déjà arrivé sur une plante particulièrement grande d'en voir jusqu'à 9. Mais généralement, c'est 5 à 7. Fait qu'ici, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en termes de feuilles découpées, tu sais, la commune est beaucoup, beaucoup plus, excusez, la spondyle est beaucoup plus découpée que les autres. Puis elle est couverte de poils. On voit du poil sur le dessus, puis en dessous de la feuille. Fait que très, très, très poilu, très découpé. Fait que ça, c'est vraiment très caractéristique de la berce spondyle. En plus de ça, ce qui n'est pas sur ce tableau-là ici, c'est que la tige de la feuille de la berce spondyle est comme en forme de rhubarbe ou de céleri, là, comme en U. Fait que ça aussi, ça peut venir apporter un indicatif pour l'identifier. Euh, donc, au niveau des feuilles, là, la spondyle est particulièrement différente des autres. Euh, Maintenant, pour différencier la berce du Caucase de la berce laineuse, ben, pour la berce laineuse, on peut garder ça en tête, de la laine, du poil, un petit duvet. Quand on regarde en dessous de la feuille de la berce laineuse, elle est poilue vraiment comme un beau petit duvet doux, là, tu sais. Fait qu'on peut se dire, ah, un beau petit duvet invitant. C'est pas l'espèce envahissante importante à lutter. La berce du Caucase, elle, les feuilles sont glabres, là, qu'on dit, donc pas de poils, puis tellement pas de poils que les feuilles ont l'air comme cireuses, là, même. Là. Je pense, tu sais, on le voit sur la feuille ici, à quel point, tu sais, le soleil reflète dessus, puis ça vient cireux.
Donc là, je viens de tout répéter les caractéristiques d'identification qui vont être dans les prochaines diapos, mais ça, c'est bien de revoir des photos, là. Tu sais, ça, c'est la tige florale de la Caucase. Peut être très, très, très grande. Même que là, ce plan-là, il n'est pas particulier. Ben, il est grand, là, mais ça peut être vraiment impressionnant. Voilà, là, tu sais, ça c'est impressionnant comme grosseur. Maintenant, pour la spondyle, ben vous voyez, comme je vous dis, là, elle peut être très, 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 très grande, la berce spondyle, mais elle est quand même un peu plus effilée, si je peux dire. Tu sais, ici, quand même, la tige florale est quand même particulièrement grosse, là. Elle est plus effilée, tu sais. En termes de, si on les regarde de loin, là, la berce fondile puis laineuse se ressemblent plus de loin, mais de proche, la cocasse puis la laineuse se ressemblent plus. J'espère que je vous ai pas mêlé plus en vous disant ça. Euh, à propos de la tige des feuilles, comme je vous disais, en forme de U ou de céleri, c'est ça ici là, que je vous parlais. Ici, les feuilles sont comme là, c'est pour ça qu'on les voit pas. C'est peut-être un peu difficile, là, mais... Donc voilà, ici encore des photos de berce fondile très, très poilues, là. Puis c'est comme facilitant voir le poil sur les feuilles quand on la plie légèrement. Pas pliée comme en deux, comme on plierait une feuille de papier, là, mais juste quand on l'ondule là, légèrement, c'est là qu'on voit le plus facilement les poils. Et aussi que vous puissiez prendre des photos de ça. On le sait à quel point ça reste difficile malgré tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Évidemment, des fois, on va sur le terrain, puis là, on se casse la tête. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Comment je fais donc? Me semble ça, ils ont des caractéristiques des deux ensemble. Ben là, votre appareil photo là, ou votre téléphone cellulaire maintenant va devenir votre meilleur ami. Si vous m'arrivez ou si vous nous arrivez, là, j'inclus tous les OBV là-dedans, avec des photos comme ça, là, ben, on va vraiment vous pouvoir confirmer l'identification. Maintenant, le mode de propagation, ben, pour les deux berces, c'est vraiment similaire en fait. C'est pas une plante qui va se reproduire de manière végétative. Donc, elle, avec ses fragments de tiges, là, puis de racines, elle va pas pouvoir grossir comme ça. Elle est vraiment redoutable par la quantité de graines que ça produit. C'est vraiment hallucinant. Puis pour ces deux espèces-là, on va parler de banque de graines. Ça veut dire que les graines tombent dans le sol. Puis si on découvre la colonie après 2, 3, 4, 5 ans, qu'elle a été là, puis qu'elle a fleuri, ben, dans le sol, là, il peut y avoir de la graine, puis les graines peuvent survivre, il paraît, au moins jusqu'à 7 ans. Fait qu'on peut s'imaginer à quel point la banque de graines dans le sol est importante et encore là, pourquoi c'est aussi important de faire la détection rapide puis de pas le laisser venir en graines. Parce qu'on veut limiter la banque de graines au maximum. Puis ces graines-là, là, à ce stade-là, on le voit pas bien parce que les graines sont vertes, là. J'avais ici, quand les graines sont vertes au début, après, elles deviennent brunes et très, très légères, là, et volatiles, comme ça ici. Puis ça se disperse très rapidement, ben, facilement par le vent. Puis aussi, ils sont capables de, tu sais, ils restent à flotter sur la surface de l'eau assez longtemps. Donc, quand on en retrouve en bande riveraine, on peut s'imaginer que ça va descendre relativement rapidement un cours d'eau. Puis, dans la région, ce qu'on observe majoritairement, et pour la berce du Caucase et pour la berce spondyle, là, ce qui est ultra problématique, c'est le transport de terre, notamment dans la Matapédia, puis aussi les MRC qui sont près, là, la Métis, la Matanie. C'est pas automatique, mais presque, là, que quand il y a un changement de ponceau, on se ramasse avec une nouvelle colonie. Fait que c'est pour ça qu'il faut commencer
à vraiment, vraiment être attentif à nos méthodes de gestion du réseau routier puis de nos ponceaux parce que c'est très problématique le transport de terre et aussi de machinerie contaminée. Je vais revenir en arrière. En fait, la berce du Caucase, elle est triannuelle. Fait que ça peut lui prendre jusqu'à 3 ans, des fois 5 ans, avant d'avoir accumulé assez d'énergie pour faire sa fleur. Puis la berce du Caucase va faire euh, des fleurs seulement une fois dans sa vie. Ensuite, elle a atteint son but dans la vie, puis la plante va mourir. C'est là la nuance avec la berce fondile. La berce fondile, elle a un peu plus le caractère d'une vivace. Exactement combien d'années elles vivent, puis combien d'années de suite elles fleurissent, je pourrais pas vous répondre, mais je sais qu'elles peuvent fleurir. Euh, ouais, c'est ça. C'est écrit ici 12 à 16 ans, là, mais tu sais, ces données-là, c'est pas des données du Québec, là. Tu sais, on n'a pas de recherche sur la spondyle au Québec. Fait qu'exactement, on le sait pas, mais c'est ça. Faut garder en tête que la spondyle, elle peut vivre plusieurs années d'affilée. Puis qu'une fois qu'elle crée une fleur, ben, elle va pas mourir. Donc voilà. Le mode de propagation, bon, je vous l'ai déjà dit, je ne le redirai pas. Ça, c'est des images. Pour ceux qui habitent pas près de la Matapédia ou qui sont jamais passés par là à partir du mois de juillet, peut-être que vous avez jamais vu ça, mais c'est ça, en fait, la spondyle, elle est omniprésente dans le territoire. C'est comme son gros caractère différent que la Caucase. La Caucase, quand on la retrouve, c'est des colonies qui sont majoritairement isolées les unes des autres, puis relativement bien confinées, si je peux dire, parce que ça fait vraiment beaucoup plus d'années qu'on est au courant de cette problématique-là, puis qu'on fait la lutte sur le territoire. Fait que quand on trouve des nouvelles colonies de Caucase, ben, c'est rare que c'est sur des kilomètres, là, vraiment. Tandis que la spondyle, j'utilise beaucoup ce mot-là, elle est beaucoup plus omniprésente sur le territoire. Elle peut pousser dans la pelouse en tout petit format, pousser dans une craque de trottoir. On la retrouve beaucoup en bordure de rivière, en bordure de route, en bordure de champs, dans les champs, les trails de VTT, la traque du CN. Évidemment, c'est là qu'on ne veut pas se rendre. Pour les municipalités qui sont encore soit peu touchées ou pas touchées par la berce fondile, c'est vraiment important de faire les signalements puis de faire un traitement rapide parce que on veut pas se ramasser à avoir que de la berce au Bas-Saint-Laurent grand complet. Ça serait vraiment pas intéressant de vivre puis de cohabiter avec cette espèce-là. Évidemment, la Matapédia, c'est différent. Les autres, on a plus une approche de cohabitation, de choisir vraiment où on fait la lutte. Euh, mais voilà, pour ces espèces-là, la berce du Caucase, il y en a plus ou moins dans l'est du Bas-Saint-Laurent, là, ça se concentre vraiment plus dans l'ouest. On découvre encore des nouvelles colonies à toutes les années. Et oui, c'est étonnant parce qu'on fait la lutte au moins depuis 2015, puis on reçoit toutes les années des signalements, puis j'imagine que vous aussi, les municipalités, vous en recevez des signalements à toutes les années. Mais on en découvre encore à toutes les années. Mais c'est plus des grosses, grosses, grosses colonies comme, je pense, par exemple, à Sainte-Blandine ou à Lac-des-Aigles. On est ailleurs. On a réussi à avoir des yeux sur le territoire puis à faire de la détection précoce. Fait qu'on arrive, puis majoritairement, les nouvelles colonies, c'est rarement plus de je sais pas moi, une centaine de mètres carrés, là. C'est rare qu'on a des colonies plus grosses que ça. Je dis pas que c'est impossible, par exemple, hein, parce que, mais bon. Puis l'éradication, ça se passe quand même très bien.
Pour ce qui est de la berce spondyle, là, je vous parlais de la Matapédia. C'est ça, c'est majoritairement dans le bassin de la Matapédia, mais whoop, ça commence à venir en Matanie, dans la Métis, il y en a de plus en plus, à Rimouski, puis whoops, en 2022, on a trouvé une colonie à l'île Verte. Là, fiez-vous pas au polygone, là. C'est ben trop gros, ce polygone-là. C'est vraiment juste sur le bord. Puis je pense que c'est à partir de 2022, quand j'ai trouvé cette colonie-là, que moi, je me suis dit, oh pelaye, s'il y en a jusqu'à l'île Verte, ben vous pouvez vous imaginer qu'il y en a ici, là, qui sont juste pas détectés. C'est sûr et certain. C'est comme impossible qu'elle soit arrivée là toute seule, là. Fait que moi, je m'attends à ce qu'il y en ait sur le territoire qu'on doive, ben, qui sont juste pas trouvés encore. Fait que ça a comme été notre signal d'alarme euh, pour cette espèce-là. Voilà, je crois. Bon, qu'est-ce qu'on attend des municipalités? Ça change selon vous êtes où sur le territoire, puis de la grosseur de la colonie, évidemment. Les organismes de bassin versant reçoivent des sous pour la lutte à la berge du Caucase et Sfondil. Mais ça fait des années qu'on fait ça, puis comme je vous l'ai dit, on découvre des nouvelles colonies annuellement encore, puis notre financement augmente pas vraiment beaucoup pour combler toute la lutte qu'on doit faire. C'est là où on est arrivé un peu à un mur à se dire, mais on est comme plus capable de faire la lutte sur toutes les colonies du territoire, et ça notamment pour la spondyle. C'est rendu pour, tu sais, la Matapédia, puis même la Matanie, puis la Métis, plus difficile. On a vraiment besoin de travailler main dans la main avec les acteurs du territoire. Puis là, ici, je vais m'expliquer vraiment ça consiste en quoi, puis où. Et je vais essayer d'être claire. Si je suis pas claire, on en reviendra en fin de rencontre. Euh, pour les MRC autres que la Matapédia, moi, je vous conseille de lutter. On lutte. C'est vraiment important qu'on essaye d'éradiquer les colonies de Versfondil. Euh, Puis en fait, on voit la lutte vraiment de manière conjointe, là. C'est sûr que si c'est une énorme colonie, vous avez besoin d'aide, on reste disponible pour le faire avec vous, pour vous former, pour vous donner des conseils, pour vous donner une journée terrain pour installer la bâche. Euh, Fait qu'on reste présent. Mais s'il y a juste deux, trois plantes berce-fondile arrachées, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant que quelqu'un de chez vous le fasse parce que nous, ça nous libère beaucoup de temps puis de déplacement sur nos territoires qui sont souvent très, très grands. Quand je pense à la Matapédia, là, on voit un peu les choses complètement de manière différente. Là, je parle de Sfondil, hein, excusez-moi. J'étais pas sur la bonne diapo. Euh, Fait que oui, on lutte la berce spondyle ailleurs que dans la Matapédia, conjointement avec les OBV on reste là pour vous soutenir. Puis dans la Matapédia, ben c'est rendu un peu impossible, là, tu sais, vous finiriez jamais. Fait que là, ici, le but, c'est de contrôler, confiner, s'assurer que ça se propage pas, puis on essaye de limiter les dégâts ailleurs. Puis peut-être plus dans un contrôle de milieu public pour limiter que les gens se brûlent. Fait qu'on est vraiment là avec la berce spondyle. Puis ce qui est vraiment important, ça va être de faire des signalements, puis de faire une espèce de pré-tri des signalements. Ah, il y a quelqu'un. Vous êtes comme la première ligne d'appel des citoyens.
Puis je suis pas mal certaine qu'au Bas-Saint-Laurent, au complet, si on complète tous les signalements municipaux, là, on serait au-dessus de 200, 300. Les OBV, tu sais, c'est comme impossible de répondre à tous ces signalements-là. Donc, vous êtes comme la première ligne pour aller voir chez vous. Ah, c'est essayer de l'identifier, puis peut-être faire un pré-tri. OK, ça, c'est vraiment de la laineuse. Puis, hop là, et ça, c'est vraiment de la cocasse ou c'est vraiment de la spondyle. Ben, là, il faut faut prendre action. Fait que ce travail-là de recueillir les mentions, puis de faire un petit pré-tri, puis de nous en faire la mention après. Pas la mention des berces laineuses, là, ça, on veut pas le savoir, mais pour les espèces envahissantes, ça, c'est super important parce qu'on va tenir une cartographie détaillée de ces colonies-là sur le territoire pour nous aider à mieux planifier nos travaux, puis aussi à vous aider à planifier vos travaux routiers. Donc, ça, c'est ce qu'on attend des municipalités pour la berce spondyle. Évidemment, là, on fait encore la prévention, puis on en parle, on fait de la sensibilisation de nos citoyens. Là, j'essaie de revenir en arrière. Excusez. La berce du Caucase. La berce du Caucase, elle reste encore plus dans notre cours. Tu sais, souvent, les gens sont encore plus craintifs de se brûler, avec raison, parce que c'est une grosse plante, puis c'est imposant. Euh, Fait que les organismes de bassin versant veulent, tu sais, conserver cette expertise puis ce soutien-là pour faire la lutte. On reçoit des sous pour le faire. Mais encore là, tu sais, si vous pouvez être nos yeux sur le terrain, faire un pré-tri d'identification, ça va. Là où on voit votre place dans l'aide au traitement, on n'est pas infaillible, hein, nous, les OBV. Ça se peut qu'on en oublie une fleur ou que vous tombiez sur, parce que ça arrive là, de tomber sur un plant en fleurs toute seule dans un fossé. Euh, Tu sais, là, ce qu'on veut limiter le plus possible, c'est la pente de graines dans le sol. C'est défi zéro libération de graines. Fait que c'est de se dire que si on a échappé une, OK, ou si vous découvrez des colonies avec un individu, deux individus, puis pour vous, les arracher ou faire de la coupe d'ombelle, c'est très simple, là, je vais vous expliquer comment faire tantôt. Ben, c'est là où on voit où la collaboration a vraiment plus sa place. Fait que, tu sais, c'est pas prendre en charge la lutte, les colonies sur le territoire, mais c'est vraiment plus pour nous aider avec les nouvelles petites colonies ou bien si on en a échappé une, tu sais. Parce que si on échappe une fleur, ben, ça nous rajoute au moins un 10 ans de traitement. Fait que c'est vraiment là où on voit votre place là-dedans, parce que ça nous est sûrement tout arrivé, les OBV, ou bien ça m'est arrivé à moi d'avoir une mention très, très, très tard en saison, là, tu sais, presque quand la neige est arrivée, fait qu'il est trop tard pour y aller, mais là, tu sais, les municipalités étaient au courant, mais tu sais, il n'y a pas eu la coupe d'ombelle, puis on est arrivé l'année d'après, puis oups, il y avait eu 4 fleurs. Fait que tu sais, c'est c'est quand même super important de faire des tout petits traitements quand on est capable de le faire. Est-ce que ouais, je pense que j'ai fini avec qu'est-ce qu'on attend de vous. Bon, maintenant, comment qu'on fait ça concrètement? Euh, Encore là, je reviens pas sur l'excavation, sur le bâchage parce que c'est exactement la même chose. Mais la bâche, on la laisse celle-là 5 ans. Pour ce qui est de l'arrachage manuel, ça, c'est vraiment la technique de lutte que les OBV utilisent le plus. Honnêtement, ben, je- j'ai l'impression aussi pour toutes les autres OBV parce que c'est facile, ça prend pas beaucoup d'équipement. C'est relativement rapide, là, étonnamment. On peut facilement enlever plusieurs centaines de plants là, en quelques heures seulement. Puis quand on est capable d'extraire une belle quantité de racines, ben on sait que le plant va mourir.
Fait que c'est vraiment une technique très, très, très efficace. Donc, bon, le principe, on y va avec une pelle, puis on extrait le maximum de racines. Ensuite, on prend le plant arraché, puis on le met on le laisse sur place, hein. Ces plantes-là ne se reproduisent pas par des fragments de tiges ou de racines. Fait que la manière la plus facile à gérer, c'est de la laisser là. Mais on la laisse pas à moitié dans l'eau, là. On va faire attention de la mettre quand même au soleil. Puis en plus, si on est capable de la sectionner avec une pelle, c'est encore mieux. Évidemment, on lave bien le matériel après pour le transport de graines. Puis, quand on fait ça, l'arrachage manuel, ben, le plus facile, c'est au printemps, après la fonte des neiges, parce que c'est une des premières plantes qui pousse dehors, fait qu'on la voit super bien. Puis, il n'y a pas d'autres espèces, c'est vraiment très facile. Puis aussi, le sol est beaucoup plus meuble. Euh, Ensuite, on fait une deuxième tournée d'arrachage pendant la période de floraison, donc juillet-août. Puis ça, c'est encore le même principe, là. C'est de s'assurer qu'on n'a pas de libération de graines, puis on vient arracher le restant des plants. Évidemment, c'est pas toujours évident de faire l'arrachage manuel si le sol est pas meuble. Quand on arrive dans un gros remblai, le sol très compact, des talus à pic, c'est pas toujours facile. Fait qu'il y a d'autres méthodes à ce moment-là qu'on peut réaliser qui peuvent vraiment nous aider, dont la coupe d'ombelle. La coupe d'ombelle, nous, il faut vraiment trouver son sweet spot, là, ce que je veux dire. Il faut pas la couper trop tôt. Tu sais, dès qu'on voit la fleur, faut pas se dire, yes, je vais la couper parce qu'elle va en refaire une. Tu sais, le principe, c'est que la plante ait vraiment l'impression qu'elle a accompli au complet son cycle de vie. Fait qu'il faut pas le faire tôt en saison. C'est pour ça qu'on attend au plus tôt à la fin juillet et au mieux début août. Mais cette période-là va changer en fonction de y a-tu fait très chaud et sec tout l'été, puis la plante, elle a fleuri plus tôt, versus il y a plu tout l'été, puis elle a fleuri plus tard. Mais de manière générale, si vous y allez début août, puis vous coupez les ombelles à ce moment-là, vous pouvez pas vous tromper. Donc, la coupe d'ombelle, ça reste une technique intéressante quand on n'est pas capable de l'arracher ou quand on arrive sur un signalement trop tard en saison, puis là, mon Dieu, j'ai plus le temps, j'ai plus les ressources, puis j'ai 10 plantes en fleurs. Là, ça peut être super bien de le faire. Fait que la manière qu'on coupe les ombelles, je vais revenir en arrière. On vient couper en dessous de la hampe florale au complet. Je m'explique. Ici, je viens couper ici la fleur, en dessous de tout ça. Je viens pas couper en dessous là, de chaque petite fleur ici. Évidemment, après, si on veut que ça rentre bien dans le sac de poubelle, on peut la recouper ici, puis juste mettre les fleurs dans le sac de poubelle, là. Mais la plante, elle a besoin d'être coupée en dessous complet de la hampe florale. Je vais revenir. Ensuite de ça, ces ombelles-là sont mises dans des sacs de poubelle solides, très, très solides. Puis on vient les solariser, là, donc on les met au soleil pendant plusieurs semaines avant d'en disposer dans un endroit autorisé. Est-ce que j'oublie quelque chose sur la coupe d'ombelle? Non, je pense pas. Maintenant, pour ce qui est des traitements chimiques, Camille, est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? oui, là, Anthony s'est pas présenté en début de rencontre, là. Non, je suis Mais désolé. c'est un collègue d'un autre OBV qui a aussi énormément d'expérience. Fait que je vais le laisser intervenir, là, parce que sinon, je faisais intervenir les gens juste après les blocs, là. Vas-y, Pas, Anthony. pas de problème, c'est juste pour la coupe d'ombelle. Comme Camille l'expliquait, on voit souvent la grande ombelle principale. Il va y avoir plusieurs différentes ombelles, mais il faut faire attention. La berge cocasse va faire aussi des ombelles secondaires et tertiaires. Ça veut dire qu'il faut regarder la totalité du plant parce qu'on va avoir des petites ombelles miniatures qui peuvent se cacher à la base du plant et malheureusement, mais ça mettrait des semences quand même. C'était ma seule petite intervention. Merci, Anthony.
Anthony, c'est aussi notre professionnel des traitements chimiques. C'est lui notre personne certifiée qui connaît tout là-dessus, là. Anthony, tu sais, moi aujourd'hui, ce que je dis sur les traitements chimiques, c'est de faire affaire avec une firme spécialisée. De pas faire ça proche d'un milieu humide, là, puis c'est ça, de faire affaire. Puis en fait, les traitements chimiques sont vraiment efficaces là, pour ce qui est des berces. Puis généralement, le meilleur moment de l'année pour le faire, c'est en juin. Évidemment, tous ces traitements-là, en fait, là, vous montre le schéma de lutte pour la berce du Caucase. Là. Il y en a un autre après pour la berce fondile, mais les traitements couplés pour les berces, c'est vraiment là que ça devient vraiment super intéressant. Qu'est-ce que je veux dire par méthode couplée? Ça veut dire que si sur le centre dense de ma colonie, je suis capable de mettre une bâche ou de faire des traitements chimiques parce que ça serait trop difficile faire l'arrachage mécanique, ça serait trop long, ben, je fais ces traitements-là aux endroits où c'est le plus intense. Puis autour de ça, je fais de l'arrachage manuel ou en fin de saison, je fais de la coupe d'ombelle. Donc, je viens piger mes traitements en fonction, tu sais, dans une même colonie, il peut y avoir deux, trois types de traitements qui sont faits, puis c'est là que ça vient le plus efficace possible. Évidemment, on met jamais les résidus au compost. Les ombelles, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, il faut les mettre dans un sac de poubelle solide qui vont passer plusieurs semaines au soleil. Puis les parties végétatives, heureusement, peuvent être laissées sur place. Donc, c'est super facilitant. Puis je vous encourage à faire les traitements tôt en saison pour vous éviter la gestion des graines. Pour les précautions pour la santé. Euh, Là, je sais pas, vous autres, si vous pouvez me voir. Je pense que je vais fermer ma caméra. Pas ma caméra, je vais arrêter mon partage d'écran tout à l'heure pour vous montrer les équipements de protection individuelle, là. Mais si jamais il y en a qui me voient en ce moment, j'ai une pelle dans mes mains. C'est pour vous montrer le type de pelle qui est intéressante à avoir. Moi, c'est celle que je préfère pour les traitements de berce. C'est pas une pelle ronde, c'est comme un genre de pelle de planteur un peu surdimensionnée. Ben pour ceux qui auraient peut-être de la misère à me voir, je vais juste arrêter mon partage d'écran, peut-être en fin de rencontre pour prendre le temps de... Peut-être je pourrais m'habiller là, avec un sou de Tyvek pour vous faire une petite démonstration. Mais quand on fait les traitements des berces, évidemment, il faut toujours porter un équipement de protection individuelle. Je vais vous en parler en long puis en large tout à l'heure. Inquiétez-vous pas. Puis, il faut nettoyer le matériel sur place, oui, pour limiter le transport d'espèces envahissantes, mais aussi pour les contaminations croisées. En fait, si on arrache beaucoup de plantes ou on vient faire la coupe d'ombelle, on peut s'imaginer qu'on finit avec de la sève sur les gants, parce qu'on travaille avec des gants, puis là, on manipule la pelle. Puis si on faisait juste mettre ça dans l'auto puis repartir après, ben il pourrait rester de la sève sur la pelle, puis après la toucher, puis se contaminer avec la sève. Là, faut pas trop avoir peur avec ça. La sève, c'est pas une plante qui est remplie de sève qui va vous lutter dessus, là. Je pense qu'il y a énormément de peur avec les brûlures, mais si on apporte des méthodes de protection simples qui prennent 15 minutes à faire, je vous dis, là, c'est vraiment pas long, très facile, ben, vous en aurez pas, là, de brûlure. Tu sais, ça fait plusieurs années que je travaille là-dedans, puis je me suis jamais brûlée. Fait que, ayez pas trop peur. Faut prendre le temps de se protéger comme il faut, intelligemment, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter à outre mesure, là. Donc voilà, je vais passer au traitement possible pour la berce spondyle maintenant. Ben, c'est sensiblement la même chose. La très grosse différence, c'est au niveau des fleurs. Et ici, on a rajouté la fauche. Euh, c'est qu'il faut voir la coupe d'ombelle et la fauche pas dans une optique de ça va
La plante ne repoussera pas l'année d'après. Comme la caucase, tu sais, on coupe les ombelles, puis après, on sait que l'année prochaine, on est clairé de ce plan-là. Là, il faut vraiment le voir dans l'optique de on coupe pour limiter la banque de graines. Puis ça peut vraiment être intéressant quand même quand les colonies sont pas trop grosses, là, puis qu'on n'a pas beaucoup de ressources humaines, puis on vient juste de découvrir la colonie. Mais la coupe d'ombelle, pour certains endroits, ça peut être super intéressant. Mais sachez que elle fleurit sur une très, très grande période, puis elle fait beaucoup de fleurs. Fait qu'elle peut fleurir de juin à octobre. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas juste d'y aller une fois à début août. C'est d'y retourner aux 3 semaines à partir de fin juin pour venir couper les fleurs, tout simplement. Fait que ça prend plus de répétition des traitements, mais c'est pas plus compliqué, puis même que c'est plus simple parce que les plants sont plus petits. Puis tu sais, on a moins de chances de se brûler parce que la grosseur des plants est moins impressionnante. Puis pour ce qui est du fauchage, en fait, la tonte, ça, c'est beaucoup utilisé dans la Matapédia. Souvent, pas nécessairement comme méthode de lutte en tant que telle, là, mais en méthode d'entretien des terrains publics. Euh, mais le principe derrière, c'est que si on vient tondre ou faucher aux 2, 3 semaines, ben ça vient empêcher la plante de faire sa fleur puis ses graines. Puis là, avec les changements climatiques, je sais qu'il y a plusieurs municipalités qui ont étendu puis qui attendent plus longtemps avant de couper le gazon. Puis c'est très bien de faire ça. Mais quand vous avez de la berce fondile, c'est qu'elle fait ses fleurs puis ses graines tellement rapidement dans son cycle de vie qu'il faut vraiment y aller aux 2, 3 semaines. Puis ça, on fait vraiment hyper attention, surtout là, avec la débroussailleuse, hein, on le sait, ça revole partout. Il faut vraiment bien se protéger. Fait que ça, là, je vous dirais, c'est vraiment plus dans la Matapédia où on veut rétablir les usages d'un certain milieu public. On n'est pas dans la lutte, puis on est vraiment dans le contrôle. Mais ça reste des méthodes intéressantes quand même. Euh, voilà. On laisse tout sur place. C'est la même chose. Équipement de protection individuelle, contamination croisée. Euh, OK. Là, j'ai fini mon gros bout sur les berces, mais je vais continuer un petit peu plus parce que on voit quand même plusieurs informations intéressantes, l'équipement de protection, puis des listes de matériel. Fait que je vais continuer un peu avant de prendre les questions. Euh, je l'ai pas rappelé, je sais que je l'ai dit en début de rencontre, je sais pas s'il y a du monde, je sais plus s'il y a du monde qui se sont ajoutés, là, mais on brûle jamais, jamais, jamais la berce, les deux berces parce que c'est dangereux d'inhaler la fumée. Bon, vous êtes sur votre terrain, dans votre municipalité, vous recevez un signalement. On vous a fait un petit listing des étapes. C'est comme un petit rappel, là. Vous voyez une espèce exotique envahissante. C'est quoi les étapes à réaliser, donc? Fait qu'évidemment, on essaie d'identifier correctement l'espèce. Il existe plein de livres d'identification, plein de dépliants, plein de fiches. Puis, généralement, les OBV, en tout cas, je sais que je le fais de mon côté. À toutes les années, j'envoie ces dépliants-là puis ces fiches-là aux municipalités pour qu'elles puissent les avoir en main et puissent les partager à leurs citoyens. On vient prendre une coordonnée GPS. Puis si on n'a pas de GPS ou de téléphone cellulaire pour faire ça, ben c'est vraiment de venir prendre l'emplacement soit sur une carte là, ou avec des repères physiques, comme par exemple à l'intersection de telle route le long de tel bâtiment ou de tel cours d'eau, vraiment pour venir repérer euh, la colonie dans un territoire. Ensuite, on vient prendre plusieurs photos. Puis c'est là que je vous disais tout à l'heure que vos appareils photo ou vos téléphones cellulaires, c'est vos meilleurs amis, là, parce que ça vient vraiment
apporter du poids à l'identification. Puis si des fois on veut faire la mention d'une espèce au ministère, ben, ils vont vous en demander des photos. Et moi aussi, je vais en demander des photos si vous me faites la mention d'une espèce. Donc, on prend des photos de la colonie complète, là, voir une, tu sais, une vision d'ensemble, puis on prend des photos claires de la plante, de la tige, des feuilles et de la fleur. Puis là, j'ai mis clair en majuscule, puis en gras, parce que ça m'arrive trop souvent de recevoir des photos floues, puis que je suis rien capable de voir, puis que je suis obligée de me déplacer sur le territoire. Fait que tu sais, ça vaut la peine de se prendre une petite minute de plus pour être capable de faire un bon zoom sur la plante. Ensuite, on peut colliger certaines informations sur la colonie. C'est pas obligatoire. Mais pourquoi on fait ça? C'est que ça va pouvoir soit aider nous à savoir quoi apporter sur le terrain pour faire le traitement de la colonie, ou vous aidez-vous à choisir quel traitement est le plus approprié, ou vous nous envoyez des informations, puis nous, on vous guide là-dedans. Tout ça pour dire que, en ayant une idée du nombre de plantes, la superficie de la colonie, de son pourcentage de recouvrement, de son type de milieu, puis de son propriétaire, puis c'est un gros remblai ou c'est un milieu humide, ben après, l'OBV va être capable de savoir, super, j'apporte juste ma pelle ou j'apporte ma pelle puis un rouleau de bâche noire ou tu sais, vraiment, ça va nous permettre de ne pas devoir nous déplacer deux, trois fois, puis de réajuster notre matériel de lutte. Puis vous aussi. Puis évidemment, faire la mention à l'OBV de la zone. Euh, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais vraiment, les mentions, puis une cartographie plus détaillée de chacune des espèces, ça va être aidant pour tout le monde. Et pour nous, pour être au courant de ce qui se passe, puis savoir comment mieux accompagner les intervenants. Puis aussi, à vous de mieux planifier vos travaux routiers pour limiter la contamination. Là, je m'excuse, j'ai l'impression que je dis 30 fois les mêmes choses aujourd'hui. Les traitements à proscrire. Le feu, je l'ai répété plusieurs fois, mais le feu, faut pas le voir comme une technique de lutte, OK? On peut l'utiliser pour brûler certains résidus d'arrachage pour certaines espèces en particulier, mais c'est pas, tu sais, allez pas vous mettre à mettre le feu dans vos colonies de plantes envahissantes, là. C'est vraiment pas une bonne idée, tu sais. Le feu va probablement même pas aller aussi profond dans le sol pour tuer les racines. Ça peut être dangereux pour la santé, ça peut être dangereux pour les feux de forêt, donc on oublie ça, là. Le feu pour gérer une espèce envahissante. Le sel aussi, je le mentionne parce que ça nous est arrivé souvent d'avoir des mentions du monde qui nous disent, ben oui, j'ai utilisé le sel pour tuer ma plante de berge du Caucase. C'est pas efficace. Pas efficace, puis en plus de tout ça, ça peut contaminer les nappes phréatiques, ça marche pas. Comme toutes les autres patentes qui peuvent être utilisées, du vinaigre, du Lysol, nommez-en, il y en existe-tu des patentes que le monde veut l'essayer? Tu sais, méfiez-vous là, des produits miracles, là. Ça n'existe pas. À part, même, tu sais, les traitements chimiques, il faut quand même revenir année après année. Tu sais, c'est pas, on fait l'essence et l'acide à batterie aussi. Ben oui, Anthony, c'est ça. Tu sais, on n'essaye pas d'utiliser des produits chimiques pour tuer nos espèces envahissantes, là. Tenez-vous-en au schéma sur lesquels on a travaillé parce que on le sait que c'est ça qui est efficace. Puis après, les autres produits qu'on peut utiliser, ben ça peut juste apporter plus de dommages pour l'environnement qu'autre chose. Pour vous aussi, ça peut être dangereux. Euh, donc, c'est ça. Maintenant, le matériel de protection. Écoutez, je pense que je vais le skipper juste pour pouvoir aller voir les autres diapos, que je ferme la présentation puis que je vous montre le matériel que j'ai derrière moi. Je pense que ça pourrait peut-être être un peu plus interactif puis le fun là, à ce moment-là, mais rapidement, si vous êtes en contact avec de la sève de berce du Caucase ou de berce fondile, puis vous vous en rendez compte, c'est juste de rapidement arrêter, puis d'aller se laver avec de l'eau puis du savon rapidement. Puis de toute manière, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais on traîne toujours de l'eau, du savon puis un bidon d'eau avec nous
pour laver notre matériel. Fait que, tu sais, ça se fait super bien. Puis après, on peut couvrir la zone qui a eu de la sève pendant au moins 2 semaines. Par contre, si vous en avez dans les yeux, rendez-vous tout de suite à l'hôpital. Mais j'ai aussi des méthodes très faciles à appliquer pour pas que vous en ayez dans les yeux. Inquiétez-vous pas. Euh, Fait que c'est ça, tu sais, les prochaines diapos, je vous en parlerai pas, mais c'est parce que je vais vous transmettre la diapositive, puis vous allez pouvoir avoir cette liste de matériel-là sous la main si vous avez besoin d'un coup de main. Euh, L'excavation mécanique, on en a déjà parlé beaucoup. Je vous ai mis les informations réglementaires du RAIFI aussi par rapport à la distance de milieu vide, la quantité de terre à mettre, de terre saine à mettre par-dessus. Donc, tu sais, c'est plus un référent, là, où vous y référez aux besoins. Maintenant, pour le bâchage, ben, même chose, là. Ça, c'est des photos de bâchage, une liste de matériel, des petites photos de comment ça pourrait avoir l'air. Euh, le bâchage ici, il faut faire attention à la superficie autorisée. Quand on n'est pas en milieu humide ou en milieu riverain, là, vous pouvez mettre autant de bâches que vous voulez, il n'y en a pas de problème. Tu sais, il n'y a pas de superficie maximale. Mais quand on est dans un milieu humide ou riverain, la superficie maximale que vous pouvez faire sans autorisation, c'est 75 mètres carrés, ce qui est très peu. Entre 75 mètres carrés et 2000 mètres carrés, ça demande une déclaration de conformité. Une déclaration de conformité, ça se fait relativement facilement, ça prend 30 jours. Puis après, c'est le ministère qui va, tu sais, vous dire, oh, il y a des espèces en péril, c'est un milieu fragile. Non, vous avez besoin d'un certificat d'autorisation ou go, vous pouvez y aller. Puis d'une superficie de supérieure à 2000 mètres carrés, ben là, en milieu humide, vous en sauvez pas. Vous avez besoin d'un certificat d'autorisation. Voilà. Arrosage chimique, je vous ai mis encore là des extraits du RAIFI et des codes des pesticides. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je voulais juste vous apporter l'information que maintenant, ils ont ajouté une nouvelle exception aux gestions des pesticides qui permettent l'application de pesticides en milieu humide ou en bordure de cours d'eau pour certaines espèces exotiques envahissantes qu'on a vues aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous avez le all-in, on peut traiter ces espèces-là, même si on est en milieu humide ou riverain, là, ça va vous demander un certificat d'autorisation. Donc, c'est quand même difficile à avoir, à obtenir. Je pense que les municipalités, vous êtes au courant de ces processus-là. Mais sachez qu'il existe des exceptions. L'autre détail réglementaire que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la terre contaminée. Une terre avec des espèces exotiques envahissantes est considérée comme contaminée. Fait que c'est pas juste la contamination par hydrocarbures, là, comme on entend souvent parler. Non, maintenant, les espèces exotiques envahissantes est considérée comme terre contaminée. Depuis le 1er janvier 2023, il y a le règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés. Fait que si vous faites l'excavation d'espèces exotiques envahissantes pour faire la lutte d'une espèce, il faut en faire la mention. Ou si vous faites des travaux routiers où il y a une espèce envahissante, vous devez aussi faire attention à ça. Fait que sachez-le, c'est une nouvelle réglementation. Euh, la LCM, c'est la loi des compétences municipales. Ici, c'est pas moi qui ai rédigé la diapositive, c'est la MRC de Rimouski-Neigette. C'est définitivement pas je pense là, la force de tous les OBV, là, la réglementation municipale. Mais on tenait à le mettre, juste pour vous informer, sûrement que vous le savez déjà, le, le, vos possibilités en termes de réglementation municipale pour vous soutenir avec les espèces exotiques envahissantes. Vous avez 3 portes d'entrée.
l'environnement, les nuisances et la sécurité. Généralement, c'est plus avec les nuisances là, que les municipalités viennent réglementer. Fait que règlement de zonage, règlement sur les nuisances, les dispositions normatives dans le schéma d'aménagement ou des règlements de contrôle intérimaire. Ça, c'est quand une MRC impose une certaine réglementation partout sur son territoire. Donc, le véhicule légal, schéma d'aménagement, l'urbanisme, le RCI. Puis après, tu sais, c'est ça, c'est des réflexions à avoir au sein de votre propre municipalité pour chacune des espèces. Quelle espèce on est prêt à peut-être faire une réglementation de nuisance? Euh, puis comment vous faites cette réglementation? Est-ce que vous dites que seulement le signalement est obligatoire? Est-ce que l'empêcher de pousser puis de grossir est obligatoire? Ou la lutte complète est obligatoire? Fait que, tu sais, il y a plein de manières d'appliquer une réglementation si vous le souhaitez. Puis aussi, vous avez le pouvoir d'empêcher la vente d'espèces envahissantes sur votre territoire. Euh, Fait que ça, je peux pas vraiment vous en parler plus que ce que je viens de le faire, là. Si vous avez des questions, je pense que vous pouvez vraiment vous référer à vos MRC, là. C'est vraiment eux qui sont les puis vous aussi, là, vous êtes les professionnels dans, dans votre réglementation. Vous savez déjà comment ça fonctionne. Fait que si vous voulez, vous pouvez. Donc ça, en résumé, on prévient. On apprend à la reconnaître. On sensibilise la population. On peut adopter des règlements. On fait attention de ne pas transporter la plante ailleurs. On fait des mentions rapidement. On fait la lutte rapidement. Euh, c'est toutes des choses qu'on a vues aujourd'hui. Donc, ça fait le tour, moi, pour ma présentation. Je vais arrêter le partage puis vous montrer le matériel de lutte que j'ai derrière moi. OK. Je sais pas si tout le monde voit bien. Euh, donc, bon, on voit plus ma face, hein. C'est pas pratique. En tout cas, ça, c'est ma pelle favorite pour la berce, comme je disais tout à l'heure, parce que pas tout le temps, là, mais majoritairement en forme de carotte. Fait que je trouve que ça va vraiment bien pour extraire le maximum de racines. Ensuite, pour se protéger le visage. Ça, c'est les deux outils là, qu'on peut pas passer à côté. Euh, Pas parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la plante, elle va vous jeter en face, puis vous allez recevoir de la sève au visage. Non, c'est pas ça. C'est que, ben, on le sait, hein, quand on fait nos plates-bandes ou quand on se met à travailler dehors, les mains dans la terre, il y a des mouches qui nous tournent autour, il fait chaud, on sue, puis qu'est-ce qu'on fait? On se gratte le visage. C'est ça qu'on veut pas faire. Fait que quand on a ça dans le visage, là, ben, c'est vraiment plus un rappel de se dire, touche-toi pas le visage. Viens pas te gratter. Fait que, en ayant toujours ça devant le visage, ben, c'est comme notre petit rappel de protection. Puis, dans l'éventualité où il pourrait y avoir quelques fragments euh, qui pourraient nous arriver dans les yeux, ben, en plus, ça vient nous protéger. Fait que ça, c'est super important euh, pour les traitements de berce. Ensuite de ça, on vient évidemment travailler tout le temps en manches longues puis en pantalon long. Pas juste du petit linge très très mince, là. On vient travailler avec du linge épais. Puis plus que ça, si jamais on arrive sur des plans immenses là, puis que sont super imposants, ou bien que je veux bâcher, mais je veux juste venir comme
écraser le plan par terre pour pouvoir venir mettre ma bâche, ben là, je les écrase avec mes pieds, tu sais, mais ça crée beaucoup, beaucoup de sève. Ben, c'est là que les soupes de Tyvex viennent intéressants. Euh, Moi, je vous dis, gardez-en toujours parce qu'il y a du monde qui ont plus peur que d'autres, puis c'est important de leur proposer des soupes de Tyvex. Moi, je travaille rarement avec ça parce que c'est hyper chaud l'été, puis il faut faire très attention au coup de chaleur. On prend beaucoup de pauses, on boit beaucoup d'eau. Mais là, ça a l'air vraiment intense, là, mais tu sais, vous serez pas tout seul à traiter ces colonies de berce-là sur votre territoire, là, tu sais, mais moi, je l'utilise vraiment quand c'est absolument nécessaire, puis je trouve qu'il y a trop de danger de sève, mais euh, je l'utilise pas si souvent que ça. Tu sais, pantalon long, manche longue, c'est suffisant. Euh, Ici, on utilise toujours le principe de double gant. Fait que c'est vraiment super simple, en fait. Puis ça vient vraiment protéger facilement. En fait, le principe, c'est qu'on vient mettre nos petits gants chirurgicaux. Puis par-dessus, on vient mettre des gants, des plus gros gants de caoutchouc. Fait que soit ces gros gants-là, ou bien des petits gants comme ça. Mais tu sais, l'important, c'est que ça vienne par-dessus nos manches longues. C'est ça le principe. Fait que quand on fait les traitements de la berce, on a ces deux gants-là tout le temps sur nous. Euh, Puis à la fin des traitements, on va venir les savaner avec de l'eau savonneuse puis les rincer. Moi, ce que j'utilise, c'est tout simplement ça ici. C'est de l'eau que j'ai mélangée avec du savon. Là, vous avez vu ce que j'ai fait, hein? J'ai enlevé mon gant pour toucher à mon savon. Je veux pas contaminer ma bouteille. C'est ça le principe du double gant. Je push. Là, c'est plein de savon. Fait que je peux remettre mon gant, venir frotter. J'ai aussi push-pouté toute ma pelle. Je le frotte ma pelle. Je viens ouvrir mon robinet de bidon d'eau. Puis je rince. Je rince, j'enlève tout le savon. Fait que là, tout est beau en théorie. J'enlève mon matériel, je peux le ranger dans mon auto, tout est sécuritaire, j'ai tout rangé, mais j'ai encore mes gants parce que c'est ma sécurité. Je le sais que quand je les enlève, ben mes mains là sont, je sais qu'ils n'ont pas de sève, puis que là je peux me gratter le visage en toute sécurité. Parce que si vous commencez à faire des petits traitements, vous allez voir. Ça va vous mettre à vous piquer partout. On pense qu'on a reçu de la sève alors que la berce, ça c'est pas censé piquer, là. Mais c'est comme mental. Mais juste avoir cette petite protection-là, ça nous permet de nous dire, c'est beau, mes mains sont saines. Puis ça nous permet aussi d'en avoir des propres dans nos poches, puis de se dire, je veux prendre une pause, j'arrête les traitements, je m'assois, je veux une gorgée d'eau, j'enlève mes gants, je les jette, puis j'en ai des nouveaux à mettre après. Fait que c'est super simple. Dans le fond, tout mon matériel, il rentre dans un sac tu sais, un sac d'épicerie, là, avec ma pelle puis mon bidon d'eau à côté. Fait que c'est facilement apportable partout sur le terrain, là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Moi, j'adore travailler avec ces petits drapeaux-là. Pourquoi? Parce que on peut les laisser année après année, puis ils restent beaux dans l'environnement. Puis moi, ça me permet de me repérer euh, sur un territoire, puis que s'il y a des nouvelles plantes, ça a poussé, tu sais, les terrains année après année, des fois, c'est impressionnant à quel point ça peut changer vite, là. Mais si j'ai mis des petits drapeaux, ben ça me permet de me repérer dans mon environnement facilement, ou bien ça permet d'indiquer à l'OBV qui va venir faire le traitement ou confirmer l'identification. Elle est où la plante? Je pense que je me le suis fait poser la question souvent dans les derniers jours, là. Mais je pense qu'on les a achetés chez Dendrotique. C'est plein de matériel de forestier, là.
Mais je suis pas mal sûre qu'ils s'en vendent chez Canadian Tire aussi, là. Peut-être pas des aussi bonnes qualités, mais ça se vend un peu partout. Donc, ben écoutez, ça fait le tour pour moi. Anthony, si tu as des choses à rajouter, vas-y. Je sais que tu as manqué au début, mais au moins que tu as été là un petit peu pour les berces. Fait que là, tu sais, je pense qu'on peut ouvrir nos caméras, nos micros, puis y aller, formule, discussion, questions. On va se prendre un 15 minutes là, pour ça. N'hésitez pas. Ben, moi, j'aimerais rajouter merci Marie-Camille, c'est super bien présenté pour la partie que j'étais là. Puis pour comme qu'elle présentait pour les équipements de protection, ben, si vous avez vos équipements de protection, vous n'aurez jamais de brûleux qui va se produire. Ça vaut vraiment la peine de les avoir. Et c'est la contamination croisée qu'on observe, nous, à l'OBV, que les gens se brûlent, le mauvais nettoyage de pelle, quelque chose comme ça. Prenez le 15 minutes et vous regardez toutes les problématiques de ce côté-là.